Vous pouvez pas les buter au lieu de fuir? Non mais vous avez pas vu la taille des trucs? Ce sont des monstres, sire, aussi larges que haut, tout en muscles. Avec des chicots de 2 pouces de long. Bon, bah on abandonne Camelot. Tous au navire. On peut pas rester parce qu'il y a les chiens-chiens. Du coup, on peut aller dans un pays chaud. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle campagne sur la chaîne de Med by Amateur, une campagne qui se passe dans le sud du Vieux Monde et qu'on a appelée la conquête de la Tillée. La Tillée, c'est une région qui est normalement contestée entre les Skaven et les Impériaux. Il y a une grosse ville, la plus grosse ville Skaven en Tillée, mais il y a également pas mal de petites principautés frontalières. Donc, elle se trouve entre l'Estalie, qu'on a déjà faite, et les terres arides, qu'on a aussi déjà fait. Donc, c'était dans la continuité. Cette campagne, elle se base sur les mêmes bases qu'on a eues depuis déjà deux versions. Donc je vous refais un petit peu les règles en très rapide pour vous expliquer un petit peu tout ça, ainsi que les listes d'armées. Et au prochain épisode, on commencera la première saison. Alors les listes d'armées sont toujours les mêmes, que les compositions d'armées sont toujours les mêmes. On démarre avec 2000 points de troupes, comprenant les unités de base spéciales et rares avec leurs améliorations, état-major, bannière magique, etc. Le nombre de héros n'importe pas pour chaque race, déjà parce qu'on n'avait pas tous le même de figurines, le nombre de figurines. J'ai des armées assez récentes qui seront posées sur table. Donc qu'importe le nombre de héros que vous avez, tant que ça ne dépasse pas 500 points. Donc les Skaven, c'est pas mal pour eux parce qu'ils ont tellement de héros. Par contre, les nains ou les hommes bêtes, ils n'en ont pas tellement. Un porteur de la grande bannière est gratuit, mais par contre vous devez payer sa bannière magique qui sont comptés dans les 2000 points de troupes, et vous avez seulement 2 seigneurs pour vos armées qui représenteront vos 2 généraux d'armée. Autrement dit, les troupes peuvent changer comme vous le voulez, par contre vos 2 seigneurs ne peuvent pas changer jusqu'à la fin de la partie. La distribution sur la carte, c'est très simple. Il y a 2 armées qui se déplacent sur la carte, chacune commandée par un seul seigneur. Il y a une 3e armée qui défend le territoire si jamais on est attaqué, mais elle ne peut être commandée que par un héros, cette armée de garnison. Et derrière, le territoire de départ se compose en 7 hexagones en fleurs. Les règles de campagne, eh bien, c'est 4 saisons de 1 tour de jeu par saison. On n'en a pas mis un double non plus parce que la carte est plus petite, encore une fois, que l'Estalie, parce qu'il y a beaucoup de mers à la Tillée. Vous verrez qu'on a compté un petit peu là-dessus aussi sur le déplacement maritime, qu'on n'avait pas fait beaucoup dans l'Estalie et qu'on n'avait pas du tout fait dans les terres arides. Alors chaque armée a 1 des 6 plus 1 point de mouvement par tour. Voilà, chaque armée. Un point de mouvement permet de déplacer une armée sur un hexagone adjacent et de partir un petit peu en exploration. La direction des déplacements se fait bien sûr au choix du joueur, et chaque hexagone, sauf les maritimes qui sont traversés, sont colonisés, direct. S'ils sont traversés par une armée, ils sont colonisés. Et ensuite, après la phase de mouvement, vous avez la phase de développement. Il y a 10 points de développement par armée et par tour, sauf en hiver où il n'y en a plus. Plus de développement en hiver, c'est l'hiver, c'est la fin de la campagne. Donc dépensez 1 point de développement, colonise un hexagone adjacent à votre empire après vos mouvements. Donc même si vous avancez très très loin avec vos armées, vous pouvez coloniser autour de vos armées. Si une armée adverse entre ou s'arrête dans un territoire qui n'est pas le sien, il y a une bataille. Si une armée du territoire qui est envahie est dans un rayon de 2 hexagones, cette armée est rabattue et vient défendre parce qu'elle voit les nuages de poussière et l'avancée ennemie. Par contre, s'il n'y a aucune armée qui est éligible, autrement dit, il n'y a pas d'armée pour défendre autour de 2 hexagones, c'est la garnison qui défend avec un héros. Une armée sur un hexagone compte d'ailleurs comme une colonisation de 7 hexagones. Si une armée est battue, elle doit se replier dans la forteresse ou la cité la plus proche. Et s'il n'y a ni forteresse ni cité, parce que vous avez perdu votre cité et vous n'avez aucune forteresse, votre armée est complètement détruite. C'est terrible pour le jeu. Bon, c'est rare quand même de perdre sa cité. Et au début de chaque saison, l'empire le plus petit commencera le tour et choisira en premier son événement de campagne. Ça, c'est des règles assez spéciales, assez normales. Les règles spéciales des saisons, on a presque gardé les mêmes, on a trouvé que c'était toujours assez bon. Le printemps, le jet de mouvement de chaque armée a plus 1 de bonus, voilà, pour chaque armée, donc c'est 1 des 6 plus 2 en fait, directement. Vous avez également un bonus de plus 1 pour les lancements de sorts de la vie, de la bête, mais aussi de certains domaines spéciaux, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas accès à ces domaines-là. En été, à chaque phase de magie, les joueurs lancent 3d6 et choisissent 2 de CD. C'est terrible, c'est des bourrasques de magie. Et là aussi, il y a un bonus de plus 1 au lancement des sorts du feu et de la lumière, et aussi de certains autres domaines. En automne, le jet de mouvement de chaque armée n'est plus que de 1d6 et non pas de 1d6 plus 1.
Vous avez un bonus de +1 pour les lancements de sorts du métal et des cieux. En hiver, à chaque bataille, vous avez une visibilité si vous faites un 5+, qui est réduite à 24 pas. Sinon vous êtes au-dessus. Vous avez un bonus de +1 après pour les lancements de sorts de la mort et de l'ombre. Les règles topographiques, bon, les plaines qui seront en case normale jaune n'ont aucun malus, aucun bonus. Les forêts qui sont en case avec petit bois vous demandent le double de valeur de mouvement nécessaire. Les montagnes pareil qui sont en gris. Les marais qui sont en marron avec des bois vous demandent également le double de valeur de déplacement nécessaire. Et si vous faites une bataille sur les marais, vous lancez un des 6 pour chaque unité présente et vous avez une touche force 3 dans votre régiment, direct au début de la bataille. Et enfin les mers et les littoraux, enfin vraiment les littoraux c'est bien sûr les côtes, hein. Si vous partez en direction de la mer, eh bien ça double votre valeur de mouvement, mais vous ne permettez pas de vous déplacer après que vous ayez accosté une nouvelle fois. Voilà. Encore quelques petites règles. Les décors, bon les décors c'est très très simple, sur la table vous en avez que 2, les citadelles ou les forteresses. Les forteresses c'est les tours isolées, les citadelles c'est les doubles tours. La forteresse, une fois que c'est conquis, ça vous équivaut à 4 hexagones au lieu d'un seul, et c'est un lieu de rassemblement en cas de défaite, et votre citadelle c'est votre lieu de rassemblement en cas de défaite si vous n'avez aucune forteresse. Et le but de la campagne de la Tillée, c'est que les joueurs doivent conquérir le plus de territoire en Tillée. Voilà, on n'a pas mis d'aléatoire en fin ou quoi que ce soit parce que voilà, c'était un peu facile, tu pouvais avoir 200 hexagones et finalement c'était l'aléatoire qu'il faisait. Non, là c'est vraiment de la stratégie pure et dure, c'est le plus de territoire conquis en Tillée à la fin qui gagnera. Chaque forteresse vaudra 4 hexagones au lieu d'un seul, et cependant, en fin d'année, il y a un hexagone qui sera désigné au hasard et qui deviendra le lieu de bataille finale de chaque armée, enfin d'une armée de chaque camp éligible, autrement dit de la plus proche de cet hexagone-là. Donc cet hexagone donnera 10 hexagones au vainqueur à la fin de la bataille. Donc à la fin de la campagne, vous aurez une bataille à 6. Et il y aura peut-être des alliances ou pas. Ça peut être un contre un contre un contre un contre un contre un. Ça va être dégueulasse. Ça va être très très sympa. Les règles raciales. Oui, vous avez donc ici les races qui seront présentes. Les contes vampires sont bien sûr là. Pourquoi ils sont là les contes vampires? Parce qu'en Tillée, vous avez Satorsa qui est pas très loin, vous avez voilà des pirates qui sont pas très très loin. Donc ça sera une armée d'ailleurs qui va démarrer sur une île. Très compliqué pour les contes vampires, pour leur développement, parce que le littoral et la mer ne peuvent pas être, la mer ne peut pas être colonisée. Donc on leur a mis des règles spéciales marquant le fait que ce sont des pirates. Donc si les armées contre vampires démarrent sur du littoral, autrement dit si elles sont en bordure de mer, elles peuvent choisir, si elles partent vers l'eau, de tripler leur mouvement et de plus se déplacer une fois qu'ils accostent, ou alors de doubler leur mouvement comme d'hab, mais de pouvoir continuer leur mouvement après accostage. C'est un énorme avantage, ils vont être super chiants, parce qu'ils vont pouvoir très très vite arriver un peu de n'importe où. Les Skaven, on a conservé leur avantage. Une fois par saison, une armée peut se prendre les souterrains et se déplacer de 2 fois le mouvement sans malus. Cependant, elle doit s'arrêter là où elle ressort. Voilà, c'est une armée Skaven typique. On l'a pas mis là sur la diapo, mais tout simplement aussi, ils n'ont aucun malus quand ils combattent dans les marais, parce qu'ils démarrent à Scarogne qui est entouré de marais. Normal. Ensuite, on a eu les hommes bêtes qui viendront sur table. Ouais, on n'a pas mis les orques et gobelins pour cette campagne parce que ça faisait 2 fois qu'ils sortaient. On a remis les hommes bêtes. Ils n'ont aucun malus dans les forêts, ils se déplacent sans aucun problème. Et de plus, le joueur homme bête peut faire, grâce à la corruption, un des 6 touches force 4 à chaque unité ennemie lors d'une bataille par saison. Voilà, c'est terrible. C'est que les mecs ils corrompent tellement les lieux que ça devient chiant de les combattre, autant chez eux que chez vous. L'Empire sera présent également parce que c'est quand même la Tillée, il y a beaucoup de restes de vestiges impériaux, de petites principautés frontalières. Donc l'Empire, à chaque tour de jeu, un des 6 est lancé et sur un 3+, les armées ont la haine d'un ennemi au choix du joueur. Pour un tour complet. C'est pas mal. Hein. Ils sont un peu aléatoires ces impériaux. Et de plus, le joueur dispose d'un bonus de +1 en mouvement pour chaque armée au printemps et en été. Voilà, parce qu'il démarre d'un endroit où vous verrez qui n'est pas très super cool pour lui. Les nains sont présents aussi parce qu'on adore les nains sur cette chaîne. Les nains démarrent et ils n'auront aucun malus dans les montagnes, eux aussi, hein, c'est les nains. Et ils ont la même règle que les Skaven. Une fois par saison, une armée peut prendre les souterrains et se déplacer de 2 fois la valeur de déplacement sans malus. Cependant, elle doit s'arrêter là où elle ressort. Et enfin, il y aura les elfes sylvains, tout frais sur cette chaîne, qui seront là. Ils n'auront aucun malus dans les forêts et ils auront également un avantage. Si une armée démarre son mouvement depuis une forêt, le joueur peut choisir entre un mouvement qui a un bonus de +3 ou se déplacer directement à n'importe quel autre hexagone de forêt sur un Z 3+. Voilà, c'est pour les donner un petit peu flashy, un peu fluffy, c'est assez cool. Et pour terminer,
les événements de la campagne, les événements qu'on mettra sur cette campagne. Donc les événements, c'est choisi au début du tour, hein. Ceux qui sont choisis ne peuvent pas être choisis par les autres, et le dernier n'a pas vraiment le choix, vu qu'il n'y a que 6 événements cette campagne. Là, vous avez les détourelles sur la plage qu'on avait déjà en Estalie, qui sera très important pour ce scénario-là, pour cette campagne. Votre territoire ne peut pas être attaqué par la mer. C'est celui-là qui va soit être toujours pris par les contes vampires pour qu'il soit bien à l'abri, soit qui va être pris souvent pour éviter de se prendre une attaque de vampires par la mer. La diplomatie qu'on a conservée aussi, qui désigne un ennemi qui ne pourra pas vous attaquer à ce tour. Alors c'est bien dans ce sens-là, hein. Ce coup-là pour la diplomatie, c'est un ennemi qui ne pourra pas vous attaquer, mais vous pourrez l'attaquer. Ça c'est important. Le ralentissement qu'on a inventé pour cette campagne, qui désigne une armée qui ne pourra se déplacer que de la moitié de sa valeur de déplacement, qu'il soit terrien, souterrain ou maritime. Ça va être très très chiant. La révolte qu'on a conservée des terres arides, qui fait perdre un hexagone de plaine, de forêt ou de montagne à un joueur de votre choix, désigné. Le piège qui permet de choisir qui se déploie en premier et qui joue en premier aux parties de ce tour, pour vos armées, c'est énorme. Et le face-à-face qu'on adore sur cette chaîne, qui permet à votre général de défier en duel le général ennemi sans faire s'affronter vos armées. Avec les mêmes résultats bien sûr. Donc voilà, c'est un petit morceau des règles. C'était pour vous rafraîchir la mémoire si vous ne vous en souveniez plus. Les listes d'armées. Les listes d'armées et les généraux, hein, bien sûr. Eh bien, les listes d'armées, commençons par les barbus. Les barbus, alors ça ne sera pas Pierre qui les prendra. Pour arrêter de ce jeu de mots pourri. C'est Henri qui les prendra. Henri qui n'a pas beaucoup gagné les campagnes, qui a participé, mais qui n'a pas beaucoup gagné. Donc Henri prend les nains. Aux grandes dames de pierre d'ailleurs. Donc Henri prend les nains, il a une armée assez costaude, hein, très très résistante, avec quand même pas mal de petites surprises pour nous. Donc il a un roi nain avec les porteurs de boucliers, qui lui donne donc plus de PV, une armure de 2+ en tout avec un bouclier. Il a le plus une attaque, la force multipliée par 2 s'il affronte une endurance de 5 ou supérieur. Il a la frappe toujours en premier, une invulnérable de 4+, donc un dégueulasse pour son grand seigneur, son grand roi. Et il a en lieutenant un prince nain, donc c'est un autre roi nain mais en grade en dessous, qui est sur une pierre de serment. Il a un bouclier, il a plus 1 PV et en endurance et une sauvegarde invulnérable de 5+. Il touche toujours sur 2+, il a plus une attaque et plus 1 en armure. Ça fait mal au cul. Les Tan, il en a que 2, enfin les capitaines, il en a que 2. Il a le Tan grande bannière avec un bouclier qui a la bannière de Gruni, si je me souviens bien, qui a l'invulnérable de 4+ pour lui et un vulnérable de 5+ contre les tirs et les projectiles magiques à 6 pas autour de lui, c'est pas mal. Il a un forge rude aussi, avec plus une attaque, le souffle force 4 et les attaques enflammées, une arme lourde et un bouclier au cas où. C'est les seuls héros qu'il a pris. Ça dépasse pas du tout les 500 points, mais c'est les seuls qu'il a voulu prendre. En unité de base, il a pris ses 30 longues barbes avec arme lourde, état-major complet, les 20 guerriers nains avec état-major complet et le bouclier. En unité spéciale, les 28 marteliers état-major complet, les 20 brise-fer état-major complet tenace, le canon avec boulet enflammé. Et en unité rare, le canon orgue de la rune de feu, le giron bombardier et les 10 drakes de fer avec musiciens. Ensuite, l'autre armée qui vient, c'est les Skaven. Et les Skaven, ils sont pris par Lilian, qui les avait pris, si je me souviens bien, à la campagne des Terres Arides. Donc, les Skaven, il a quasiment gardé la même armée en fait. Il a gardé la même armée parce qu'elle nous avait bien fait chier pour les Terres Arides et il va se faire plaisir de pouvoir continuer ici. Son grand général, c'est un seigneur de guerre, il a plus 1 en force et en attaque, il a l'invulnérable de 4+, le haume du dragon, un bouclier et une armure de 3+, et il est sinon en second général, son lieutenant, il a pris un prophète gris niveau 4. En héros, il a pris son prêtre de la peste surcreusé avec niveau 1, il a pris son chef grande bannière avec l'armure lourde et le bouclier, et il a pris son technomage avec la fusée funeste et le pistolet à Malpierre. Et là, il est pile poil en dessous de 500 points. Les unités de base, il a pris ses 40 esclaves, ses 20 guerriers des clans avec le lance-feu, ses 24 guerriers des clans en lance, ses 20 vermines de choc et ses 20 vermines de choc avec obusier. Il a pris du monde, hein, il a vraiment pris du monde. En unité spéciale, il a pris les 40 moines de la peste avec état-major complet et la bannière pestilentielle qui permet de relancer une fois une touche et une fois par partie les touches et les blessés manqués. Et il a pris 6 raogres avec 5 maîtres de meute et le trio d'unités rares, l'abomination de Malphos, la roue infernale et la catapulte de la peste. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. Ensuite, les contes vampires qui eux sont conservés par Thomas parce qu'il les adore. Les contes vampires de Thomas, son seigneur est c'est une vampire, c'est la vampire montée sur Terreur des Abîmes. Ouf, elle est pile poil à 500 points parce qu'il ne pouvait pas dépasser la valeur de 500 points pour un général. Elle est niveau 2, frappe toujours en premier, annule sauvegarde d'armure, armure de 4+, invulnérable 4+.
Pah, dégueulasse. Et elle est montée sur un terreur des abîmes. Bien sûr, il ne la comptera pas tout le temps avec le terreur des abîmes, hein, il pourra la monter ou pas. Il a également pris en second lieutenant, enfin en lieutenant, en seconde ses généraux, son général, oh là j'ai du mal, un grand nécromant niveau 4, maître des morts, invulnérable 4+, et parchemin de dissipation. En héros, il a pris le trio de Banshee, le vampire monté niveau 1, il frappe toujours en premier, et l'armure +1, pardon, parce qu'il a voulu avoir quand même un petit vampire monté au cas où pour seconder le nécromant. En unité de base, 5 loups funestes, il a pris 20 zombies, 3 x 24 guerriers squelettes, lance et état-major complet et bouclier, et 19 ghouls. En unité spéciale, 3 vargaïs, 5 émissaires d'outre-tombe, 20 gardes des cryptes, état-major et bouclier, et 9 chevaliers noirs, état-major complet, lance, cavalerie et bouclier. Et en unité rare, il a pris le Terrorgeist et la machine putain de Mortis. Voilà. On continue. Les impériaux. Les impériaux, eh ben, c'est Damien qui m'a fait le plaisir de venir et qui les prend. Ouais, c'est Damien qui vient prendre ces mecs-là. Donc Damien prend les impériaux, il prend un grand maître en général, hein, il prend un grand maître avec le croc runique, la vénérable de 6+, l'armure de 2+, et un archidiacre en lieutenant, avec +2 en force, l'armure à 1+, et la vénérable 6+, pas mal. En héros, il a pris un capitaine grande bannière avec armure 3+, un prêtre guerrier monté avec armure 3+, et arme lourde, un sorcier niveau 2, et un prêtre guerrier, armure lourde à pied. Toujours bien, moi j'aime bien ça. En unité de base, il a pris les 39 halbardiers état-major complet bouclier, les 8 chevaliers de l'ordre état-major complet lance de cavalerie bouclier et 10 arquebustiers. Il a pris en unité spéciale 30 flagellants, 29 joueurs d'épée état-major complet, 10 chevaliers de la Resguard état-major complet et 2 grands putains de canons. Et en unité rare, un héliobolis de Is. Ça commence à faire bobo. Les hommes bêtes seront pris par Pierre, qui est là aussi, qui n'a pas pu prendre ses nains. Donc Pierre prend les hommes bêtes qui étaient déjà présents aussi pour les terres arides. Il a un seigneur des bêtes en grand général, invulnérable de 4+, tenace, armure à 5+, et le home du dragon qui le fait passer à 4+, et une attaque. Il a en second général, en lieutenant, un grand chaman niveau 4 parchemin de dissipation, parce que c'est toujours bien d'avoir beaucoup de magie. En héros, il a pris un chaman niveau 2 et un chef grande bannière avec la bannière +1 en force et des armures de 2+. Et en unité de base, il a pris 2 x 10 pillards en gore, il a pris 29 gore et 38 gore, pour avoir quand même pas mal de troupes de base. Je ne les ai pas notés, mais 5 chiens du chaos aussi. Il a pris également 5 centigores, un char à razor-gore, 3 minotaures et 20 bestigores en unité spéciale, et son 6 gore en unité rare. Et pour terminer, je prends les elfes sylvains, je prends mes coquelicots. Et donc mes elfes sylvains seront basés sur 2 seigneurs différents. Un seigneur sylvain invulnérable de 4+, armure lourde. Il a le +1 en armure, +1 en CC et charge dévastatrice avec son home de chasseur. Il a +1 en force, un bouclier et des flèches empoisonnées. Donc un bon seigneur en grand général. Et un lieutenant homme arbre vénérable, niveau 4, racine étrangleuse. Voilà. Je prends en héros un enchanteur sur grand aigle niveau 2 avec un arc à serret. Je donne également un capitaine grande bannière, armure 4+, et une grêle de mort sur mon capitaine. Et une amadriade, parce que j'adore les amadriades, elles sont trop belles. Alors en unité de base, je prends 2 x 10 gardes sylvains, pas 10 x 2 gardes sylvains. Je prends 20 dryades et 29 gardes éternels. Je prends également une unité spéciale 5 sorts de l'épine, 3 lémures, 10 scouts sylvains, 2 x 5 cavaliers sauvages, parce que j'ai vu qu'ils étaient très puissants. Et j'ai bien vu qu'ils n'avaient pas d'attaque magique, excusez-moi pour ça. Et une unité rare, l'homme arbre avec les racines étrangleuses. Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont nos armées disponibles, ce sont les règles. Et pour terminer cette vidéo de présentation, eh bien, la carte qui est là, devant vous, avec quand même pas mal de petits objectifs de partout, des citadelles qui apparaissent, voilà. Les déploiements, on va vous les dire maintenant, comme ça, on démarrera tout de suite le printemps à la prochaine vidéo. Les déploiements sont selon le lore. Hein. Toujours, on essaye au maximum dans cette chaîne de plus coller le lore et pas faire ce qu'on désire et que ça soit trop facile. Donc les pirates de cette heure, les contes vampires démarreront sur l'île, seuls au sud-ouest. C'est pas, vous allez me dire, c'est pas juste hein, pour leur développement parce qu'ils peuvent pas développer dans la mer, mais ils ont des règles, vous verrez, qui les aident beaucoup. Ensuite, ce sont les elfes sylvains qui sont développés dans les bois tout au nord-est de la carte. Ensuite, on a mis les nains au nord dans les montagnes. Et ouais, hein, donc on a pour l'instant, on en a 3 qui sont déployés. On a Thomas avec ses contes vampires. On a mes elfes sylvains au nord. On a les nains de Henri
posé là-haut. Ensuite, il y a Scarogne, hein, pas loin, voilà, il y a toujours mon cher Lilian avec ses Scavennes. On continue avec Pierre qui déploie, pardon pas Pierre, Damien qui déploie ses impériaux au sud de la Tillée. Et enfin les Umbed qui sont au bord des terres arides. Si vous avez démarré Total War Warhammer avec Malagor, vous savez que vous démarrez au beau milieu des terres arides. Donc là vous êtes au bord, prêt à attaquer la Tillée. Donc voilà pour les déploiements. Voilà pour cette campagne, en espérant que ça vous plaira. On a déjà tourné deux saisons à l'heure où vous verrez ça. Donc en espérant que ça vous plaise. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de la campagne de la conquête de la Tillée pour le printemps. Allez, merci à tous et à la prochaine. Longue vie à Battle, au vrai Battle.